Bonjour mesdames et messieurs, je vais m'exprimer en français. Cette conférence s'adresse à toute la Suisse et on m'a dit ce matin qu'il y avait 15% de la représentation qui devait être en langue française. Alors je suis ravi de jouer ce rôle aujourd'hui. Merci beaucoup Madame Hassler pour cette introduction. Comme vous le voyez sur mon premier slide, je suis ici au nom du Global Footprint Network que Monsieur le professeur Weizsäcker vient d'adresser. À ma place, vous auriez dû avoir Matthias Wackernagel, qui est lui aussi suisse, lui aussi bâlois, mais qui est installé à Oakland, en Californie. Alors, avant de nous adresser au problème des biocarburants, j'ai pensé que je passerais un petit peu de temps à vous expliquer ce que c'est que l'empreinte écologique, comme nous la concevons au Global Footprint Network. Et maintenant, il faut que je sache sur quel bouton appuyer. Oui, non. C'est lequel? Ah, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Lequel? Ah oui, ça va. Alors, ici, l'empreinte écologique est propagée à travers le monde par le Footprint Network qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui essaie d'utiliser cet outil aux décideurs et de le propager à travers le monde de la conservation et en particulier le monde des politiques. Vous avez déjà vu l'image de l'empreinte un petit peu partout dans le passé. C'est une image qui, je crois, est très évocatrice du poids que l'humanité peut avoir sur l'environnement. L'image que je vous montre ici est une illustration de cette technologie au niveau de l'humain, de l'individu. L'empreinte écologique correspond à la surface de terre et d'eau qu'il faut à une population humaine pour générer les ressources nécessaires qu'elle consomme et dégrader les déchets qu'elle produit dans un contexte écologique donné. Elle mesure donc la quantité de nature dont nous disposons, combien nous en utilisons et qui utilise quoi. L'idée est d'en faire un outil utile aux décideurs lorsqu'il s'agit de faire des choix difficiles, de gérer des conflits et de se placer dans une situation optimale pour l'avenir. L'empreinte peut être adaptée à l'échelle de la planète, à l'échelle d'un pays, d'un produit ou, comme ici, d'un individu. Alors, si nous passons en revue l'empreinte ici, vous voyez que si je commence sur l'orteil, tout à fait au bout du pied, vous avez le besoin de l'individu pour les ressources de pêche. Vous avez le besoin de l'individu pour les surfaces urbaines, un petit peu plus loin au niveau du... Je suis désolé, mon anatomie n'est pas très bonne, mais un petit peu plus loin que l'orteil. Vous avez le territoire urbain qui représente en particulier les services. Un petit peu plus loin, vous avez les consommations de matières agricoles, c'est-à-dire tout ce qui est production agricole et consommation de ces produits-là. Vous avez également les pâturages, production de viande. Vous avez les forêts, production de bois. Et puis vous avez une zone grise sur laquelle il y a un petit peu de brouillard. Ça, c'est la seule de ces mesures qui n'est pas une mesure statistiquement donnée par les États, mais c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire c'est la partie du globe nécessaire à la restitution, à la régénération des dépenses en carbone et surtout en CO2, bien sûr, générées par les activités de consommation. Alors, à quoi peut servir cet outil? J'ai ici un exemple, si nous faisons ça à l'image de la planète. Au niveau mondial, cet outil nous permet de produire une carte. On peut se poser la question, d'ailleurs, on en a un petit peu parlé jusqu'à maintenant, si le produit national brut est encore la chose la plus appropriée pour décrire la situation mondiale. La crise actuelle a montré que ce produit peut varier de manière rapide, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais est-il vraiment correct de se cantonner à des considérations de création de valeur lorsque nous sommes dans un environnement de ressources en décroissance? Ne devrions-nous pas prendre en compte d'autres critères? Quels seront les pays riches de demain? Et je pense que cette carte nous donne déjà un élément de réponse. Alors, pour l'expliquer en quelques mots, la variation rouge sombre sont les pays qui sont des débiteurs écologiques, qui dépensent plus que 150% de leurs réserves écologiques. Et les pays en vert, surtout le vert français, c'est 150% à l'extrême. Alors là, vous pouvez regarder quelques exemples. Si vous regardez par exemple sur la carte la Chine est déjà maintenant un pays débiteur. Si vous regardez le Royaume-Uni, qui est un pays extraordinairement riche au niveau de sa productivité agricole, il est déjà maintenant un pays débiteur. D'autres pays qui nous surprennent par leur côté écologique positif sont par exemple l'Afrique. Une grande partie de l'Afrique centrafricaine et surtout l'Amérique latine. Je pense que la beauté de cette carte, c'est que ça nous permet de définir un nouvel ordre mondial qui, je pense, sera très utile dans les années à venir.
Si nous passons à une différente échelle, je vous donne ici un graphique qui mesure la situation de l'humanité en relation avec la planète. Alors ici, nous revenons à ce point que nous avons discuté tout à l'heure, c'est-à-dire que, que la portion la plus importante de ce graphique est la portion carbone. Et ça, c'est l'approximation des terres nécessaires pour compenser la consommation auquel nous sommes arrivés jusqu'à maintenant. Vous voyez que la plupart de ces autres composantes définissent un flux total. Ce qui me paraît important, c'est de voir... bon, d'abord, je devrais commencer par vous donner la date. Nous avons commencé ces données en 1965 et nous sommes maintenant, pour ce graphique-là, en l'année 2005. Vous voyez que la biocapacité mondiale a été dépassée déjà en l'année 2003. J'arrive plus à lire 2000... oui. Enfin, vous voyez la ligne verte qui est la World Biocapacity, c'est-à-dire la biocapacité mondiale, et vous voyez que notre consommation a dépassé cette ligne à la fin des années 90. Alors, si on se base sur les scénarios actuels, c'est-à-dire en particulier le scénario du IPCC établi par les Nations Unies, en 2050, nous aurons besoin de 2 planètes. Or, comme Madame Coop, j'ai oublié le nom, excusez-moi, nous l'a dit tout à l'heure, nous n'avons qu'une planète, et une planète sur laquelle nous avons une empreinte. Donc, ça me paraît assez important que nous fassions quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Je vais à nouveau essayer de... Voilà. Ici, j'ai essayé de faire une projection. Donc, ne pas uniquement se limiter à l'année d'aujourd'hui, mais aller jusqu'aux années 2050, qui sera le jour où nous aurons besoin de 2 planètes. Vous voyez le nombre de planètes sur l'axe vertical, et l'axe horizontal vous montre notre dette écologique. Alors, malheureusement, ce graphique ressemble beaucoup à une situation que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est la situation du monde économique. Nous avons ici une dette qui augmente et que nous ne savons pas comment rembourser. C'est exactement ce qui s'est passé dans le domaine de la finance il n'y a pas très longtemps. La différence est que cette dette-là, elle ne peut pas être annulée. Il n'y aura pas de plan de relance qui permettra aux États de voler au secours de la bulle financière. Il n'y aura pas de dévaluation qui permettra de tout simplement détruire cette dette. Là, nous allons devoir gérer les conséquences de l'écroulement du système écologique. Alors, que pouvons-nous faire ? Si nous reprenons le même graphique et que nous essayons de créer une situation où nous n'avons pas une dette qui s'accumule, mais une situation qui revient en dessous de la biocapacité qui est à notre disposition, et un endroit qui nous permettra de créer un crédit écologique, un crédit qui nous permettra de payer pour les problèmes que nous avons encore à avoir. Chacune des tranches que vous voyez de couleurs différentes représente une des possibilités de solutions auxquelles nous pourrions nous confronter dans le futur, auxquelles nous devons nous confronter dans le futur. Alors, ces exemples-là peuvent être, par exemple, je devrais peut-être ajouter que ceci est une méthode de travail qui a été dévisée par le professeur Sokolov à l'université de Princeton. C'est ce qu'on a appelé la Carbon Mitigation Initiative. Si vous regardez ces différentes tranches, vous pouvez avoir des exemples particuliers. On a parlé des conditions MIMERGI que l'État est en train d'imposer en Suisse. Ça pourrait être une solution. Des bâtiments efficaces. Le professeur Weissacker nous a montré une photo d'un endroit qui a été récemment transformé où les pertes d'énergie ou les gains d'énergie consommés ont été de 87%. On peut faire des choses de ce genre-là. On peut changer notre politique de transport. On peut se concentrer sur les biocarburants, et c'est là où nous allons pouvoir avoir notre discussion tout à l'heure. Mais on peut aussi penser à la restauration des habitats déjà endommagés. Je pense en particulier aux zones humides en Méditerranée. Mais la clé de tout cela reste encore l'énergie. L'augmentation de l'efficacité énergétique dans la production et surtout dans la consommation est absolument clé. L'économie d'énergie paraît être la solution la plus facile et est certainement la tranche de ce diagramme qui est la plus épaisse. Mais étant donné qu'un peu plus de la moitié de l'empreinte écologique mondiale est liée à la consommation d'énergie, il est évident que les pays industrialisés ont une lourde responsabilité et le devoir d'augmenter l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie renouvelable de manière urgente. Toutes ces tranches résolues, l'une après l'autre, nous permettront de créer cette réserve écologique. Mais revenons-en à notre sujet, c'est-à-dire